Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 22 février 2022 et je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes. Dans la partie qu'il consacre à Platon, je suis arrivé au chapitre 5, le problème politique. Alors je lis, je découvre en même temps cette lecture et je commente quand j'ai l'impression qu'une idée peut me venir. Voilà, je laisse venir les intuitions et j'essaie de confirmer à travers celle-ci ce que j'écris sur la mécanique universelle.net, sur le site mécaniqueuniverselle.net, où je développe ma théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. La perfection dont je parle, c'est la paix universelle, un fonctionnement universel de l'ensemble humain, derrière des lois voilà, qui régissent l'ensemble de l'humanité. Alors c'est une sorte d'accession à la sagesse, à la pleine conscience, à la fraternité totale, etc. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer d'une force violente ou qu'on peut brutaliser cette évolution. Parce qu'il faut que la conscience humaine, que les pulsions humaines, que la conscience humaine soit en cohérence avec ce type d'idée, que les pulsions humaines aient été de mieux en mieux contrôlées, c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait l'humanité. De plus en plus, elle contrôle ses pulsions, c'est son aptitude à s'affirmer aux dépens d'autrui, la violence, etc. C'est des choses qui sont de mieux en mieux maîtrisées, mais évidemment, on n'arrive même pas à le voir cette évolution sur la petite période de notre existence, c'est-à-dire les 50-60 ans dans lesquels notre conscience et notre esprit peut analyser les choses. On n'arrive pas à voir vraiment cette évolution. Il faut étendre le temps pour pouvoir comprendre que les mœurs évoluent, etc. Mais ça met beaucoup de temps. Voilà, sur les 2500 ans qui nous séparent des Grecs, l'évolution a été assez lente, on peut dire. Elle n'est pas caractéristique, évidemment. Elle est là, l'évolution. On est beaucoup. Voilà, par exemple, il y a des villes qui font maintenant 20-30 millions d'habitants. On arrive à faire cohabiter 30 millions d'êtres humains dans un endroit où je pense, nos ancêtres, il y a 1000 ans, ou 800 ans, ou 700 ans, ou 2000 ans, n'auraient pas pu vivre de façon paisible euh, dans, dans un système comme ça. C'est un point de vue, hein, je ne sais pas du tout, c'est vraiment une idée. En tout cas, cette évolution, elle est lente, mais elle existe. De plus en plus, on contraint, on travaille à contenir les pulsions humaines pour que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. En fait, c'est le fondement. Il y a la prise de conscience du fait que nous avons un but commun, l'ensemble de l'humanité, nous arriver à la perfection, c'est-à-dire à la paix universelle. Le jour où l'ensemble des dirigeants, des dominants prennent conscience de cela, alors il y aura sans doute un temps entre la prise de conscience et le moment où ça rentre vraiment dans les mœurs et où ça devient une sorte de conscience intime et presque naturelle. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le darwinisme. Voilà, et au tout début,
quelques personnes ont commencé à adhérer à cette idée, etc. Et puis jusqu'au moment où on a, je pense au darwinisme, à l'idée que nous descendions des autres primates. Voilà, c'est inclus dans la pensée de la plupart des gens. Évidemment, il reste une petite partie qui n'adhère pas à ça. Et voilà, mais globalement, cette idée est devenue une sorte de conscience intrinsèque à l'humanité. Ça sera la même chose avec l'idée que l'humanité, que notre but est d'atteindre la perfection, donc de travailler à faire une sorte de paradis terrestre, tout simplement. Hein. Un endroit où voilà, on n'abîme plus la planète, où on peut circuler de partout sur cette planète sans peur, sans crainte, où partout où on passe, on trouve le gîte et le couvert et voilà, l'amitié, voilà, un système où il n'y a plus la compétition, il n'y a plus. Alors, on ne peut même pas vraiment trouver ça, nous, en tant qu'être humain du XXIe siècle, on ne peut pas trouver ça agréable, parce que on aime le conflit, on a besoin voilà, de nos pulsions, de tout ça, des petits plaisirs de la confrontation, de toutes ces choses. Voilà. Mais cette finalité, elle concerne le futur. Elle concerne l'humanité peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans, je ne sais pas, peu importe. Mais le temps que mettra cette humanité pour atteindre cet état. Mais en tout cas, quand elle l'atteindra, l'esprit humain sera modelé, aura été modelé pour pouvoir vivre cet état de plénitude, cet état de sagesse, de sérénité, etc. Selon moi, hein, c'est mon point de vue, c'est ma théorie, voilà. Donc, et c'est pourquoi cette évolution a son temps d'évolution propre, qu'on ne peut pas bousculer, parce qu'on a envie de bousculer ça. Voilà, en ce moment, il y a la confrontation de l'Occident, de l'OTAN, on va dire, avec la Russie. Quand on met la conscience, quand on regarde avec conscience ce qui se passe, on voit à quel point c'est l'archaïsme du sentiment de domination, disons de l'Occident par exemple, qui veut bloquer un pays émergent, un prétendant. C'est le dominant qui veut bloquer un des prétendants, il y a la Chine qui en est un autre, etc., au renversement du dominant. C'est ce qui se passe très classiquement dans la nature d'où nous venons, chez les primates, chez les chimpanzés, c'est exactement ce qui se passe. Et donc il y a les prétendants qui harcèlent le dominant jusqu'à ce que le dominant soit affaibli et qu'il puisse le renverser. Donc on est vraiment dans cette mécanique. Sauf que quand on met la conscience, quand on a pris conscience que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, on voit l'absurdité de cela. Et on aurait envie de dire, bon, de toute manière, puisque c'est ça la finalité, puisqu'un jour ou l'autre, vous, dominant, vous allez devoir prendre conscience que le but, il est commun, que la finalité, c'est d'amener l'humanité à sa meilleure fonctionnalité possible. Donc, pourquoi n'anticipez-vous pas cela et pourquoi ne vous mettez-vous pas déjà ça dans la tête d'une certaine manière? C'est ce que malheureusement je fais sur Twitter ou quand j'écris aux hommes politiques. Donc
Je suis pressé, en somme. Et c'est une erreur. Mais, pardon. C'est une erreur, mais c'est une erreur humaine. Et ça fait son travail, mais simplement, c'est pas parce que je dis au chef d'État actuel, nous étions des primates naturels, nous sommes sortis du contexte des primates naturels, nous étions une troupe, une petite troupe. Cette troupe a rayonné, a donné plusieurs troupes. Plusieurs troupes se sont réunies, ont donné une tribu. Les tribus, plusieurs tribus se sont, dans notre expansion, plusieurs tribus se sont réunies et ont formé une cité. Plusieurs cités se sont réunies et ont pensé qu'il fallait se construire un pays. Dans un pays, plusieurs communautés, religions, couleurs, etc. se sont agglomérées et on est arrivé à la nation qui englobe l'ensemble, qui n'est plus un système ethnique, mais qui est un système beaucoup plus universel, donc plus haut au niveau spirituel. Donc, et maintenant, nous sommes au degré que plusieurs nations sont en train de passer à à une nouvelle entité qui est le continent. On était des pays, etc. Puis là, on est en train de se rassembler en continent. Et si on se rassemble en continent, la Russie est dans le continent européen. Ça serait normal qu'on englobe la Russie dans le continent européen, l'Ukraine, etc. Et que en Asie, ça soit un continent, les États-Unis se recentrent sur l'Amérique, l'Afrique devient un continent, toutes les structures sont déjà là, l'OUA, l'Europe, etc., etc. C'est déjà construit. Et il y a des passerelles. Par exemple, la Russie, elle est au contact de la Chine et de l'Asie. Donc, il y a déjà des possibilités d'association entre, si on passe au niveau continental. Et donc, on a envie de dire, là, vous êtes en train de vous provoquer, vous êtes en train de provoquer la Russie. La Russie se sent menacée, etc. Elle a envie de partir en expansion comme n'importe quelle grande puissance. Elle a envie d'émerger, en somme. Et les Chinois, c'est la même chose. Les Chinois le font d'une autre manière, les Russes le font avec leur mentalité. Et donc, on ne veut pas encore que ça se passe comme ça. On devrait pouvoir avoir la conscience de dire il commence à être temps de passer au partage du leadership. D'accord, on passe au niveau continental, mais en allant vers ce niveau continental, l'Occident accepte de partager le leadership avec chaque continent, c'est-à-dire avec les leaders de chaque continent, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Afrique, avec l'Amérique, etc. L'Océanie, si c'est un continent, etc. Bon. Voilà. Et que les liens se tissent déjà à ce niveau-là. Et que, ok, si on a besoin de compétition parce que notre état d'esprit est encore lié à ce principe de compétition, on reste sur le principe de compétition, d'accord, entre continents. D'accord, il n'y a pas de problème. Et ma tendance est de vouloir bousculer, de dire mais vous ne comprenez pas ça, comment ça se fait que vous ne comprenez pas ça? Et parce qu'en fait, c'est le principe du philosophe qui est en avance sur son temps. La pensée, l'idée, elle est en avance. Quand Nietzsche dit ce que je vous dis, c'est pour les 2 siècles qui arrivent, il avait raison. Ce que pensait Spinoza, il avait raison. Ce que pensait Hegel, il avait raison, même pas pour les 2 siècles, mais pour jusqu'à la fin, justement, Hegel. Et certainement Platon, et certainement, voilà, tous les grands philosophes sont en avance. C'est pareil pour les artistes, et c'est pareil, voilà, un Duchamp, quand il plante un ready-made, eh ben, il fait, voilà,
20, 30, 40, 50, 100 ans après, c'est là où ça s'est rentré dans les mœurs. Quand Mondrian fait ses peintures, eh ben, on les voit maintenant sur la publicité, etc., etc. Voilà. Et alors qu'au moment où ça a été fondé, c'était impossible à entendre. Il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient l'entendre. Et pour la mécanique universelle, c'est exactement ça. Quelques personnes me disent, ah ben, vous avez raison, ah ben oui, c'est peut-être vrai, etc., etc. Mais ça éclaire que quelques personnes. Voilà. Et je suis effectivement pressé comme n'importe qui, et comme voilà, Hegel était pensé qu'à son temps c'était déjà la fin de l'histoire. Et je pense que c'est une déformation de chaque humain qui avant de mourir, veut voir se concrétiser en fait ce qu'il a imaginé. Voilà. Bon, je commence ma lecture. Alors, le problème politique. La justice serait chose simple, dit Platon, si les hommes étaient simples. Un communisme anarchiste suffirait. Pour un moment, Platon donne libre cours à son imagination. Alors, Platon, il écrit. Considérons d'abord quel serait leur genre de vie. Comment vivront-ils, sinon en faisant et le pain et le vin, et des vêtements et des chaussures, et en se bâtissant des maisons? Alors, il anticipe sur le meilleur système possible, je pense. Pendant l'été, ils travailleront le plus souvent nus et sans chaussures. Pendant l'hiver, confortablement habillés et chaussés. Pour leur nourriture, ils prépareront des farines d'orge et de froment qu'ils pétriront ou feront cuire pour obtenir des pâtes bien substantielles et des pains qu'ils présenteront sur des nattes de jonc ou sur des feuilles propres. Étendus sur des lits de branches d'if et de myrte, ils festoieront, eux et leurs enfants, ajoutant aux aliments le réconfort du vin, la tête ceinte de couronne et chantant les dieux. Ils vivront entre eux en douce société, procréeront dans la mesure de leurs ressources, en prenant garde à la pauvreté ou à la guerre. Mais c'est incroyable ça d'ailleurs, ce qu'il est en train d'écrire, parce que il anticipe vraiment la finalité de l'humanité, je pense. Hein. Ils auront aussi des assaisonnements, du sel et des olives et du fromage, et ils feront cuire des oignons et autres légumes de campagne destinés à la cuisson. Nous leur donnerons bien aussi des desserts composés de figues et de pois chiches et de fèves, de baies de myrte et de faine, qu'ils feront rôtir au feu tout en buvant avec modération. Ainsi, vivant dans la paix et en santé vraisemblablement jusqu'à l'âge le plus avancé, ils transmettront en mourant à leurs enfants un pareil idéal de vie. Voilà. Alors, jamais j'aurais cru, jamais j'aurais pensé que Platon, en fait, avait une vision, une intuition téléologique. Parce que là, c'est tout simplement époustouflant. Alors, c'est époustouflant, peut-être pas. Quand tout à l'heure, dans une autre vidéo précédente, je disais que Platon, il a beaucoup voyagé en fait. Et qu'à mon sens, il a croisé toutes les grandes spiritualités. Il a croisé le judaïsme, dans la mesure où il pense qu'il y a un Dieu unique, dans ce sens. Je pense qu'il a croisé l'hindouisme et à travers les sectes pythagoriciennes, l'extase, les expériences extatiques, qui est une expérience extraordinaire, qui est, pour ma philosophie, c'est dans la finalité, j'inclus, et même bien plus qu'inclure, j'inclus l'extase
comme sensation, comme spiritualité en fait, parce que l'extase c'est la réunion avec le divin, avec le principe divin. Quand on a vécu une expérience extatique, on sait qu'on est en corrélation, que nos cellules, que chacune de chacun de nos atomes et de nos cellules sont en parfaite harmonie avec le principe créateur, avec la création, avec ce tout, et donc avec ce qu'il y a avant le mur de Planck, s'il y a quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ce principe créateur à l'origine de l'univers. Mais en tout cas, dans l'état d'extase, on est en relation avec cette force, avec cette puissance créatrice. Et donc, je pense qu'il a vécu ça. Et du judaïsme, je ne sais pas si déjà à l'époque, le judaïsme de l'époque avait imaginé, avait découvert cette idée de finalité qui est dans le judaïsme et qu'elle a transmis au christianisme et peut-être à l'islam, je ne sais pas. Ces deux filles. Mais je ne sais pas si le judaïsme avait déjà, à cette époque, c'est-à-dire 500 ans avant, 400 ans avant Jésus-Christ, s'il avait déjà incorporé, pensé, diffusé l'idée de fin de l'humanité, du fait que le royaume de Dieu s'imposera sur terre à la fin des temps, c'est-à-dire le royaume de l'amour, puisque Dieu est amour. Est-ce qu'il aurait eu déjà cette vision? Parce que là, c'est une vision téléologique incroyable, quoi. Et alors ça, je le mettrai sur mon site en tant que preuve. Il faut que j'y pense, voilà. Donc je continue. Remarquez l'allusion à la limitation du nombre d'enfants, probablement par infanticide. Alors, l'infanticide, ils en ont parlé dans les vidéos que j'ai écoutées sur France Culture à propos de Platon. Les chemins de la philosophie ont consacré 8 vidéos, il y a pas très longtemps, sur la République de Platon. Et donc, il parle de l'infanticide. Alors, évidemment, c'est révoltant et la présentatrice, Madame Vendrette, semblait vraiment révoltée. On a de quoi, par des propositions que faisait Platon. Il y avait une sorte d'eugénisme, une sorte de... Voilà, des principes un peu dictatoriaux, etc. D'abord, il faut resituer à leur époque, mais quand on y réfléchit, on dit l'infanticide, à cette époque-là, c'était peut-être leur contraception, malheureusement. Nous avons la chance, justement, dans cette évolution, d'avoir atteint la contraception. Et encore, nous sommes peut-être, pour certains d'ailleurs, nous sommes dans l'infanticide à travers le fait de l'avortement, de faire des avortements. Pour l'instant, je ne sais pas, certains considèrent cela comme un infanticide, simplement légal, et voilà, peut-être qu'il était aussi légal à l'époque de Platon, cette façon de pratiquer. Elle est terrible, c'est énorme. Mais voilà, on doit resituer. Et
une société comme la nôtre, qui, au lieu de mettre une énergie redoutable dans la prévention des grossesses, dans l'éducation, dans tout un tas de trucs, pour pas justement avoir à pratiquer des avortements en nombre à la chaîne ou en voilà quelque chose que ça devienne pratiquement un moyen de contraception parce que les femmes n'ont pas manquent de soutien ou de tout un tas de choses. Voilà, je ne sais pas exactement. Mais eh ben, je trouve que cette société-là, elle est injuste. C'est ce que je mets d'ailleurs sur la mécanique universelle. Je parle de ça à ce niveau-là. Et je pense que elle est injuste. Ça ne remet pas en cause l'idée de l'avortement, qui est une victoire sur l'humanité, dans l'humanité évidemment. Mais l'éducation devrait être prioritaire. L'humanité devrait travailler beaucoup plus cette prévention, plutôt que cette chose-là. Voilà. Alors, donc, il parle de l'infanticisme, l'allusion au végétarisme et au retour à la nature, à la simplicité primitive que dépeint la légende biblique de l'Éden. Eh bien voilà, nous y sommes. Alors, s'il y avait déjà la légende biblique de l'Éden, il l'avait compris. Et il l'a appliqué en tant que philosophe. C'est ça qui est extraordinaire chez Platon. C'est pour ça que Platon, c'est un génie, tout simplement. Et peut-être, parce qu'après, s'il y a des graduations dans le génie, c'est le génie des génies. Alors c'est vrai, je pense qu'il a été au contact. Je découvre la lecture. Et bien souvent, je découvre j'anticipe. C'est assez curieux cette façon-là. Même dans la politique ou dans les trucs, des choses que je pense, je les vois arriver le lendemain ou quelques jours après, ou pour des petites choses comme ça. Et bien là, voilà, j'étais simplement, c'est juste le fait d'être en cohérence de pensée, en familiarité avec Will Durant. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai pensé ça. Et bien, je pense que Platon a été au contact du judaïsme, à mon sens. Voilà. Bon, je reprends. Ne surprend-on pas dans tout ce passage comme un écho de la doctrine de Diogène le cynique? L'homme devrait changer, pensait Diogène, et vivre avec les animaux. Ils sont si paisibles et si maîtres de soi. Un instant, nous serions tentés d'associer. Alors, et si maîtres de soi. Bien sûr, un écho, c'est une partie de l'écho. Bien sûr que moi, je le vois aussi ainsi. L'homme dans l'humanité arrivé, l'humain abouti, lorsque l'homme aura atteint l'état de sagesse, il n'aura plus besoin de travailler, d'être en compétition, d'envier ce qu'a son voisin, parce que tout sera mis à disposition de l'ensemble. C'est tout, il n'y aura plus. L'humanité fonctionnera, elle aura atteint un degré où elle fonctionnera sans plus besoin de construire, juste d'entretenir, etc. Voilà, et il n'y aura pas de frontières, il n'y aura plus donc il n'y aura plus les pulsions de l'humanité qui sont encore présentes, c'est-à-dire on envie ce que le voisin veut, on veut on veut le dominer l'autre, etc. Toutes ces choses-là n'auront plus lieu d'exister parce que d'abord parce qu'il y aura l'extase qui est le sommet du plaisir, bien au-delà du plaisir sexuel par exemple. Donc une grande part de nos déviances, de nos
crimes, de nos mauvais comportements sont liés aussi par nos pulsions sexuelles, sont motivés par ces choses-là, par le désir de dominer, par le désir de pouvoir, par le désir d'asservir autrui, etc., etc. Toutes ces pulsions-là n'auront plus lieu d'exister. Je continue. Un instant, nous serions tentés d'associer Platon à Saint-Simon, Fourier, William Morris et Tolstoï. Il faut que je lise tous ces gens. J'ai un peu lu Saint-Simon, très peu Fourier, William Morris je ne connaissais pas, et Tolstoï un peu. Tolstoï. Et effectivement, il y a cette vision téléologique chez eux. Bon, je reprends. Mais il est un peu plus sceptique que ces hommes de foi généreuse. Il se demande froidement pourquoi un paradis aussi simple qu'il l'a décrit ne s'offre-t-il jamais? Pourquoi ces belles utopies ne se rencontrent-elles jamais sur la carte du monde? Eh bien, tout simplement, mon cher Platon, parce que c'était trop tôt, bien trop tôt. Il fallait déjà au moins 2000 ans d'évolution, de guerre, de violence, de chaos, de stupéfaction, de perte d'ego, parce que derrière la guerre, il y a l'orgueil qui doit tomber, etc. Donc, il faut bien souvent passer par la violence pour perdre de l'orgueil, pour perdre du sentiment de toute puissance, etc. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je préconise à l'Occident de changer de position à ce niveau-là, de sortir du système dominant pour passer sur un système horizontal de partage du leadership. Parce que si on est sur ce modèle, on devra faire nous-mêmes notre dépression d'égocentrisme, de toute puissance. Les dominants devront faire leur dépression de la toute-puissance, et peut-être brutalement. Il est possible que les Russes et Chinois se liguent et déstabilisent et rapetissent les prétentions américaines, par exemple, et européennes. C'est très possible et qu'ils soient soutenus par l'ensemble du monde. Et donc, à ce moment-là, il faudra faire sa dépression de toute puissance. Donc, soit on nous l'imposera, soit on décide de la faire de façon consciente. C'est ce que je préconise. Je dis de toute manière, il faudra faire cette dépression-là. L'Occident devra perdre de sa toute-puissance au profit du partage du leadership et d'une évolution horizontale. Voilà, il faut sortir de l'impérialisme, on l'a vécu, ça a été un moteur pendant des millénaires. Maintenant, on arrive à un degré où on n'a plus besoin de cela, simplement parce qu'on peut l'intégrer dans notre conscience. Chose qui ne se faisait pas à l'époque de Napoléon, c'était pas intégré dans la conscience. À l'époque des terreurs du XXe siècle, c'était pas intégré dans la conscience de l'URSS ou de celle du capitalisme. Ils ne pouvaient pas faire ça. On ne pouvait pas faire ça sous Louis XIV, on ne pouvait pas faire ça, etc., etc. Mais maintenant, on peut le faire. Donc, il est peut-être temps de commencer. C'est ce que je préconise. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais reprendre dans un petit moment la suite. Je vous remercie de votre écoute.